Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je ne peux pas pour le moment partager la vidéo avec vous, mais donc je vais mettre en ligne les slides que je vais parcourir avec vous. Et ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions à la fin de l'exposé. Donc l'exposé dure une demi-heure, il s'arrêtera automatiquement à 10 heures précisément. Et je propose que l'on conserve 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Ah, ben c'est parfait. Merci Madame Colson de me le préciser. Et donc, comme ça, vous pourrez poser des questions. Je vais essayer d'être le plus pédagogique et clair possible. Et alors, après ça, n'hésitez pas à poser des questions vraiment concrètes sur ce qui vous intéresse le plus dans l'exposé ou ce qui vous pose question. Et donc, vous avez entendu dans la session plénière que une des grosses difficultés consistait à créer un registre des activités de traitement de données. C'est en effet un exercice qui peut sembler assez rebutant pour pas mal de PME. Alors, on s'est dit, alors dans les premiers slides, c'est juste de la présentation de notre centre de recherche, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous laisserai les consulter plus tard si ça vous intéresse. Donc, je vais essayer de partir depuis le début du registre. Alors, si on a une question simple qui est pourquoi en faut-il un, la réponse du juriste que je suis est relativement simple aussi, c'est simplement parce que c'est imposé par la loi. Ça, c'est une réponse simple qui ne va pas vous aider à progresser, mais la véritable réponse, c'est que le registre des activités de traitement, c'est non seulement un outil qui va vous permettre de démontrer que vous avez rempli les obligations qui vous incombaient en vertu du RGPD, mais c'est surtout un outil qui va contenir le résultat de votre travail. En fait, le registre, c'est quelque part, c'est l'aboutissement de la mise en œuvre du RGPD et ça explique sans doute que lorsqu'on se plonge dans la réalisation de cette tâche, on peut considérer que c'est une tâche fastidieuse ou qui en tout cas peut sembler particulièrement lourde. Mais en réalité, il y a moyen de s'en sortir lorsqu'on est une PME. Alors, la première réponse, c'est toujours qui doit tenir ce registre des activités de traitement. Alors, la réponse, ici, on a envie de dire, juridiquement, c'est le responsable du traitement ou la personne à qui on demande d'exploiter les données que nous utilisons. Mais pour être plus concret dans le cadre d'une PME, parce que j'insiste, hein, on est vraiment dans le contexte des petites et moyennes entreprises, et ça vise aussi évidemment les micro-entreprises, c'est-à-dire c'est l'entreprise elle-même qui est responsable du traitement et telle qu'elle est représentée par la personne qui est légalement ou statutairement habilitée à la représenter. Ça, c'est la vision théorique. On vous dira aussi que d'un point de vue de la mise en œuvre du RGPD, le responsable du traitement, c'est la personne qui a décidé de réaliser, de collecter des données et de les utiliser à telle ou telle finalité. Vous avez une autre session qui est consacrée à l'identification de ce responsable du traitement ou du sous-traitant. Et comme toutes les sessions sont enregistrées, vous pourrez, si vous le souhaitez, voir ce qu'il en est dit à ce propos-là dans le cadre de cette autre session. Alors, une question importante que nous avons dans la pratique, c'est mais un registre de quoi? Et là, au début, et encore maintenant, on entend des voix qui disent mais on ne va pas identifier chaque traitement que nous faisons, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un vient visiter le site web de votre entreprise, on ne va pas à chaque fois identifier la donnée et puis la reprendre dans le registre. Non, non. Le registre, il concerne des activités de traitement qui sont effectuées sous la responsabilité du responsable de traitement ou de son sous-traitant. Et donc des activités de traitement, c'est-à-dire des catégories de traitement. Et on verra ça plus concrètement dans un des modèles de registre. La forme du registre, alors le RGPD dit simplement c'est sous une forme écrite. Alors,
ça veut dire, on peut interpréter ça de plusieurs façons. Sous un premier angle, ça veut dire que vous pouvez le tenir sous un format papier ou, comme on le fait régulièrement, sous un format d'un fichier Excel, par exemple. Vous pouvez aussi faire sous un format Word si vous le souhaitez, un PowerPoint, exactement tout ce que vous voulez. Mais quand on dit que c'est par écrit, ça ne veut pas dire qu'il y a un modèle ou une structure de contenu qui est imposée. Donc, vous allez voir sur plusieurs sites comme la CNIL, l'APD ou l'autorité de contrôle luxembourgeoise, vous allez voir qu'il y a des modèles qui peuvent vous être proposés. Vous pouvez les utiliser, mais vous n'êtes pas obligé. Tout dépendra de vos besoins. Alors, le contenu, là, il est détaillé par le RGPD. C'est relativement lourd à lire lorsque on n'est pas juriste, mais grossièrement, il faut avoir dans un premier axe, il faut que lorsque l'on consulte le registre, donc le registre est un document qui va être consulté, et on verra plus tard par qui, il faut d'abord que l'on sache qui est le responsable du traitement. Donc, la personne qui est responsable doit s'identifier et elle doit être reprise avec ses coordonnées complètes. On a ensuite un deuxième axe d'informations qui doit être dans le registre, c'est l'identification des finalités, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous collectez des données. Alors, la collecte de données, les finalités, on les détermine soit vous êtes une toute petite entreprise et vous n'avez pas tant d'activités de traitement, ce sera soit d'abord un fichier clientèle, deux, un fichier fournisseur. Ensuite, vous allez collecter de l'information pour la gestion des salaires, par exemple, pour la gestion des congés légaux, des congés sans solde. Vous aurez des salaires pour le paiement des fiches pour le paiement des salaires. Et donc, on va identifier toutes les finalités pour lesquelles vous collectez et vous utilisez des données. Lorsque vous avez fait appel à un tiers pour créer et gérer votre site web, il faudra prendre contact avec ce tiers pour savoir quel est le type de données qu'il collecte lorsqu'il fait tourner votre site web. Ensuite, dans un quatrième axe, il faut décrire les catégories de données. Et on dit bien les catégories de données, c'est-à-dire les données d'identification, nom, prénom. Est-ce que vous prenez aussi la catégorie date de naissance? Est-ce que vous prenez la catégorie nationalité, l'adresse, les adresses électroniques, etc. Donc, il faut décrire les catégories de données. Vous devez ensuite décrire les catégories de destinataires. À qui est-ce que les données vont être envoyées si elles le sont? Vous pouvez aussi très bien dire que les données ne sont envoyées à strictement personne. C'est important parce que quand vous allez voir ça, vous allez remplir quelque part un autre objectif pour la bonne gestion de votre entreprise, c'est de savoir qui sont les personnes avec qui vous êtes en relation contractuelle. Parce que d'habitude, lorsqu'une PME envoie des données à un tiers, c'est parce que c'est dans le cadre d'une relation contractuelle. Et en matière informatique, il arrive souvent que l'on voit dans les PME que les PME ne sont pas nécessairement au courant de toutes leurs relations contractuelles. Et donc, la réalisation des obligations qui sont imposées par le RGPD et qui après ça sont transcrites dans le registre sont une bonne occasion de mettre à jour la cartographie de vos relations contractuelles. On doit aussi mettre dans le registre si on envoie vers des pays hors Union européenne. Alors, de temps en temps, ça arrive, vous faites appel à un tiers pour héberger votre site web et puis tout à coup, celui-ci, sans que vous le sachiez, héberge en fait vos données en Russie ou dans un autre pays. Ce sont des cas que l'on rencontre fréquemment dans la pratique. Vous devez également déterminer quand est-ce que vous allez effacer les différentes catégories de données et puis décrire de manière générale les mesures de sécurité techniques et organisationnelles que vous allez prendre. Et donc, vous avez vu, vous pouvez comprendre quand on fait ce genre de liste que oui, c'est un peu effrayant, mais lorsque l'on se met tous autour de la table pour y travailler, je vous le dis, ça allait rapidement moins. Et donc, de manière ramassée, il faut réaliser une cartographie des flux de données pour savoir quels sont les types de traitements à sécuriser et jusqu'à quel niveau de sécurité il faut aller. Le RGPD vous donne une vue sur l'information minimale. Vous pouvez rajouter d'informations si vous le souhaitez.
soyez attentifs que certaines législations particulières peuvent imposer des informations complémentaires. On ne va pas aller dans le détail, mais pour les personnes qui sont intéressées, il faut savoir que c'est dans la loi du 31 juillet 2018 en matière de recherche scientifique, de recherche historique ou lorsqu'on fait des statistiques. Alors, il faut bien se rendre compte que quand vous faites des statistiques pour la fréquentation de votre site web, il faut bien voir si vous ne devez pas aussi respecter ces dispositions particulières qui vous imposent des informations complémentaires à ajouter dans le registre. Alors, on a une question aussi très concrète qui nous est posée dans la pratique, c'est qui a accès à ce fameux registre? Alors, la réponse est la suivante. Ce registre, il doit être conservé par l'entreprise et il doit être mis à disposition de l'APD, donc de l'Autorité de protection des données. Et donc, tout à l'heure, lors de la session plénière, on se demandait, oui, mais qu'est-ce qui doit être prêt lorsque l'APD nous interpelle? Eh bien, ce qui doit être prêt de manière certaine et prioritaire, c'est le registre. C'est-à-dire que le registre, c'est le premier document que l'APD va vouloir consulter pour comprendre quels sont les traitements de données auxquels vous vous adonnez et quelles sont les catégories de données traitées, à qui vous les envoyez, quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez, etc. On a eu à un moment donné, on s'est demandé si le registre pouvait remplacer l'information qu'on donnait aux personnes concernées. Alors, oui et non, vous pouvez ouvrir votre registre aux personnes concernées, mais en tout cas, les personnes concernées ne peuvent pas exiger d'accéder à votre registre si vous ne le souhaitez pas. On peut dire aussi que le registre complète l'information que vous donnez aux personnes concernées. Alors, une question que l'on a vue aussi, et on a déjà entendu la réponse de l'UNISO, et elle est exacte, qui est de dire qui peut ne pas tenir un registre. Alors, c'est vrai que l'idée de base était que vous pouviez ne pas tenir de registre si vous aviez moins de 250 travailleurs. Mais ce n'est pas vrai. Si votre traitement de données pose des risques pour les personnes concernées, si votre traitement de données n'est pas occasionnel ou si vous traitez des données que l'on dit sensibles. Et donc, en réalité, vous allez difficilement échapper à l'obligation de tenir un registre des activités de traitement. Il faut pour cela avoir moins de 250 travailleurs, faire un traitement de données qui est occasionnel, sans risque et qui ne porte pas sur des données sensibles. Le critère qui pose problème, bien entendu, c'est occasionnel. Alors, dans la pratique, ce que l'on conseille quand même généralement, c'est de tenir ce registre, même si on rentre dans les conditions de l'exemption. Pourquoi? Parce que c'est de toute façon le fruit de votre travail de mise en œuvre du RGPD. Donc, quelque part, pourquoi s'arrêter juste avant la fin de votre travail? Et en plus, ça va vous aider à contrôler le respect de la mise en œuvre de la réglementation. Alors, un des exemples de traitement qui n'est pas occasionnel, c'est le traitement des données des travailleurs pour le paiement des salaires, pour les congés, etc. Ce n'est pas un traitement de données occasionnel. Et vous avez aussi le fait que ce registre, une fois qu'il est créé, il faut le tenir à jour. Et donc, c'est pour ça aussi que quelque part, ne pas tenir de registre, c'est quelque part gaspiller des ressources. Pourquoi? Parce que si au début, vous pourriez, dans une situation où vous ne devez pas tenir le registre, vous pourriez, en raison de la mise en œuvre d'un nouveau programme, d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle activité ou d'une extension de votre activité, vous pourriez tout à coup vous retrouver dans une des conditions qui font que vous êtes obligé de tenir un registre, ou en tout cas, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'exemption. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans la situation où vous allez devoir travailler rétrospectivement pour rétablir ce registre. Et donc, quelque part, c'est une perte de ressources, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'en pratique, on dit aux gens, tenez un registre, même si vous n'y êtes pas obligé. Des modèles de registre, il y en a. L'autorité de protection des données vous en propose un sous un format Excel. La CNIL, donc l'autorité de contrôle en France, vous propose également un modèle de registre. La CNIL vous propose aussi un modèle simplifié. L'autorité de contrôle luxembourgeoise vous propose un outil en ligne.
Vous pouvez également faire une recherche, donc vous utilisez un moteur de recherche et vous allez voir que le réseau e-santé Wallonie met en ligne son modèle de registre. On a aussi l'IPI, l'Institut des professionnels des agents immobiliers, qui met en ligne un modèle de registre. Et bientôt, l'Ordre des barreaux francophones et germanophones et ça va, c'est dans les semaines qui viennent, va proposer un modèle de registre à l'attention des avocats francophones ou germanophones. Alors, je vais revenir maintenant à la version, parce que moi je ne vous vois pas, parce que comme je partage avec vous mon écran, je ne vois pas ce qui se passe dans la session, et on va essayer de voir un modèle de registre tel qu'il est complété. Voilà. Voilà. Ah, je vois, et c'est toujours l'ennui évidemment que le PowerPoint ne défile pas. Pourtant, chez moi, il défilait bien. Alors, le PowerPoint sera en ligne. Si jamais il y a un problème sur son accès, vous m'envoyez un email et je vous l'enverrai. Ce PowerPoint est bien entendu destiné à toutes les personnes qui assistent à la session ou à toute autre session en tant que telle. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si vous ne voyez pas le PowerPoint, vous ne verrez pas non plus défiler les modèles de registre. Ah, je vois que quelqu'un me donne un bon conseil, je vous remercie. Alors, on va retourner avec le bon. Voilà. Alors, je vais partager avec vous. Voilà. On a ici, c'est le registre e-santé Wallonie. Alors, vous voyez que ils ont d'abord repris dans une première fiche du fichier Excel des informations générales sur le fonctionnement. Et vous avez vu que ici, déjà, ils ont identifié 6 activités de traitement de données. Les traitements qui sont liés au secrétariat, aux activités de secrétariat. On a toujours un dossier administratif pour la prise en charge des patients. Vous avez le dossier santé en tant que tel. On a des productions de documents, la facturation et la recherche scientifique. Vous avez ensuite, dans un deuxième fichier, on a les coordonnées du responsable du traitement. Donc, on met le nom du responsable du traitement. Ici, vous avez un médecin qui travaille sous forme de SRL. On met le numéro d'entreprise. On met le nom de la personne contact. Et là, on reprend le nom de la personne que les personnes concernées ou l'autorité de contrôle vont pouvoir contacter. Ils ont ici, dans la mesure où ils traitent des données sensibles, ils ont un délégué à la protection des données. Donc, vous avez vu les coordonnées, c'est relativement facile. Alors ici, on a le registre en tant que tel. Alors ici, je vous dis tout de suite, c'est un registre qui est très élaboré. Vous pouvez être plus concis, c'est-à-dire que si vous faites des traitements vraiment anodins, vous pouvez être plus succinct. Et donc, vous avez vu qu'il commence avec ce qu'ils appellent les activités de traitement. Donc, ils traitent des données à des fins de gestion administrative. C'est ça l'activité de traitement au secrétariat. C'est une gestion administrative, c'est le back-office de votre entreprise. Vous avez la deuxième activité, vous voyez, il les liste ici. Et alors, ce qu'ils font, eux, et c'est ce que la CNIL suggère aussi, c'est qu'en dessous, on subdivise la finalité principale par ce qu'on appelle des sous-finalités. Et donc, vous avez vu, c'est la prise de rendez-vous, c'est l'agenda, c'est le rappel des rendez-vous par SMS, c'est l'envoi des données aux prestataires de soins, c'est les emails, la remise des ordonnances. Donc, vous voyez, on a les activités de traitement, ce qu'ils appellent des sous-activités, mais c'est plutôt des sous-finalités. On identifie la personne concernée, on a les catégories de données. Alors, eux, ils mettent le support. Ils indiquent aussi
la base de licéité, les destinataires, les sous-traitants. Donc, vous voyez, finalement, on a ici un petit modèle qui est tout à fait gérable. Je reviens vers vous. Ah, je vois que le partage fonctionne, c'est pas plus mal. Vous avez ici le registre, je vais partager avec vous le registre simplifié de la CNIL. Hop, si je n'abuse, c'est celui-ci. Voilà, donc vous avez le registre simplifié de la CNIL avec ici, vous avez l'identification du responsable de traitement, c'est-à-dire l'entreprise correctement représentée. Le DPO si vous en avez un. Et puis alors ici, ils font dans une première fiche, ils font le listing des traitements de données. Et donc, vous avez vu, le premier, c'était la gestion de la paye. Ils font la date de la création de la fiche, la date de la dernière mise à jour. Alors ça vous permet, si l'autorité de contrôle vous dit « Ah, mais est-ce que vous tenez à jour votre registre ?» Vous allez dire « Ben oui, la dernière fois qu'on l'a fait, vous mettez une date ici, c'était le 13 mai, donc c'est écrit en 2018, mis à jour en 2019. » Vous avez ensuite le registre, la fiche par traitement, par catégorie de traitement de données en tant que tel, avec la finalité principale, les sous-finalités, les catégories de données, si vous traitez des données sensibles, les catégories de personnes concernées, les catégories de destinataires, les mesures de sécurité et s'il y a des transferts. Et donc, dans la pratique, on emploie très souvent ces types de modèles. Alors, voilà, je vais voir si vous avez des questions sur le chat. On pensait que on pourrait avoir des questions orales, mais visiblement ça ne marche pas. Et je vois une question sur l'emploi des langues. Alors, la question de l'emploi des langues, c'est une excellente question. Et vous savez que quand un juriste vous dit que c'est une excellente question, c'est parce que nous n'avons pas la réponse à la question. Ou en fait, on en a une, mais elle n'est pas facile. C'est-à-dire que l'information que l'on donne aux personnes concernées, donc je ne parle pas du registre, l'information, elle doit être compréhensible par les personnes qui la reçoivent. Ça, c'est une chose. Donc, en principe, l'information doit être faite dans la langue des personnes qui sont destinées à la recevoir. Mais s'agissant du registre, c'est une obligation administrative. Et donc, on peut considérer qu'elle doit être faite dans la langue qui s'applique à vos activités administratives en tant que telles. Et donc, en principe, si vous êtes sur le territoire de la région wallonne ou sous la juridiction de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous devriez le faire en français. Mais ça, c'est une question de droit administratif. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, j'ai une question sur les registres de traitement de données, lequel je conseillerais pour un établissement scolaire de la communauté française. Alors, personnellement, soit vous pouvez vous adresser à votre pouvoir organisateur, parce que votre pouvoir organisateur a peut-être un modèle en interne, soit à l'association d'établissements dont vous faites partie, vous pouvez trouver un modèle. Sinon, en pratique, la grande majorité des gens utilisent le modèle de la CNIL, que ce soit le modèle complet de la CNIL ou le modèle simplifié, parce qu'ils sont vraiment très pédagogiques. Voilà. On a encore quelques minutes pour des questions, donc n'hésitez pas via le chat à les poser. En sachant que vous pouvez de toute façon toujours me poser des questions cet après-midi dans les stands. Vous avez vu que vous pouvez nous poser des questions jusqu'à 17 h et ça pour toutes les questions du RGPD et pas seulement sur le registre. Je regarde si vous avez encore des questions. Ah voilà, j'ai encore une question. Alors oui, en effet. Donc ici, une question est de savoir jusqu'où faut-il aller dans le détail. Et ça, c'est exact que c'est une question qui est difficile
Sur la question du détail, c'est un travail en général que l'on ne fait pas seul et donc il ne faut pas aller jusqu'au dernier carat. Et c'est pour ça qu'on parle bien de catégorie de traitement, qu'on parle de catégorie de données, de catégorie de destinataires. Euh, on peut mettre simplement les coordonnées de contact. Et là, on met entre parenthèses nom, prénom, et c'est tout. Sur les finalités, la finalité gestion administrative d'un dossier, si vous ne gérez pas des données sensibles, c'est en général, c'est totalement suffisant. Si c'est par exemple la finalité de vous défendre en justice et un client vous assigne, voilà une question, voilà un degré de précision qui est suffisant. Vous avez aussi la finalité archivage. Et donc, il y a moyen d'être relativement précis sans aller trop loin dans le détail. Alors, le registre pour la fonction publique, lui, il sera, à mon avis, un peu plus conséquent que pour les autres. Non, le PowerPoint n'est plus à l'écran parce qu'on ne sait pas répondre au chat en même temps que de présenter le PowerPoint, parce que sinon je ne vois pas les questions sur le chat. Mais si vous m'envoyez un email, je vous le communiquerai et de toute façon, je pense que l'APD mettra nos PowerPoint à disposition sur son site. Donc, ne vous inquiétez pas sur les PowerPoint, vous y aurez accès. Alors, j'ai une question sur qu'est-ce qu'on fait avec les données collectées avant 2018. Ça, je vous propose, il faut se mettre à jour tout simplement. Et donc, vous allez vous mettre à jour le registre. Le RGPD s'applique à partir de 2018 et il faut simplement le faire à partir de ce moment-là. Voilà, oui, on a un des participants qui dit que oui, le détail dépend du risque et du nombre d'utilisateurs et des failles, et c'est une excellente réponse, tout à fait. Plus vous faites des traitements de données qui sont risqués, exactement, vous devez être beaucoup plus précis. C'est tout à fait exact. Mais ici, on est dans le cadre, en principe, de petites et moyennes entreprises, et donc, ça va vraiment dépendre de vos activités. Alors, je vois la question de dire qu'une partie du registre doit être rendue publique s'il s'agit d'administration publique. Alors, à la base, en théorie pure, la réponse est non. Mais on peut considérer que la mise à disposition du public de toute ou partie du registre fait partie de l'obligation de transparence. Et donc, il n'y a pas de réponse oui, non à la question, mais qui est une excellente question. Mais en effet, vous pouvez le rendre public si vous le souhaitez. J'ai une question de savoir si on aura accès à l'enregistrement de la vidéo. Oui, la vidéo sera disponible pendant un certain nombre de semaines. Par contre, la partie questions-réponses, elle risque de ne pas être reprise dans l'enregistrement. Ça, je vous le dis. Mais je répète aussi que vous pouvez me poser des questions cet après-midi. Et nous allons bientôt être coupés. Je propose de répondre encore à vos questions tant que je peux avoir la parole via cette session. Alors, il n'y a pas d'interdiction à mettre tout le registre en public. Hein. Il y a des entreprises qui le font. Alors, est-ce qu'il faut lister tous les sous-traitants et le nom de chaque client dans le registre? Non. Ce sont des catégories. Par contre, il faut indiquer les catégories de destinataires et le sous-traitant relèvera des catégories de destinataires. Mais donc, il faudra dire, on doit, quand on lit le registre, savoir pourquoi vous l'envoyez au sous-traitant. Mais il ne faut pas mettre le nom de chaque client dans le registre. Ça, certainement pas. On doit mettre des catégories de personnes concernées. Voilà. On est toujours en live et en direct. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Sinon, ce sera pour cet après-midi dans les stands. Voilà. Mais je crois que s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, je vois. Quelqu'un me demande si c'est le même registre que les registres de Data Bridge. Alors, vous pouvez en effet mettre vos data bridge, vous pouvez les indiquer dans le registre en indiquant ce que vous avez fait ou les mettre en annexe à votre registre. Donc, ce n'est pas le même registre, mais vous pouvez y faire référence dans votre registre.
Alors, les employés, oui, en effet, c'est aussi une catégorie de personnes concernées. Donc, voilà. Pour obtenir les PowerPoint, il est plus facile de m'envoyer un email parce que je n'aurai plus accès au contenu du chat une fois que on aura mis fin à la session. Alors, donner des soins, en général, on dira plutôt une finalité thérapeutique, mais donner des soins est une des finalités que vous allez, ou en tout cas une des sous-finalités que vous allez remplir. Alors, mon adresse email, ah ben c'est facile, vous faites un Google sur mon nom, ou vous allez sur, vous faites vraiment Google Jean Hervec et vous aurez mon adresse email très, très facilement. Sinon, vous écrivez à jean.hervec@unamur.be. Je vais voir si je peux vous l'écrire ici. Ah oui, c'est possible. Hop. Voilà. Voilà. Alors, vous avez bien compris, hein, le registre, c'est vraiment quelque chose que personne n'a envie de faire, mais quand on s'y met, vous allez voir, c'est beaucoup moins rebutant qu'il n'y paraît, et puis vous aurez la satisfaction de cette chose accomplie. Alors, est-ce que la mise à disposition d'informations à destination de ces employés via un intranet est aussi un traitement à définir? Alors, c'est pas la mise à disposition qui va être le traitement, mais le traitement, c'est que vous allez utiliser des données qui concernent vos employés pour leur transmettre de l'information. Et donc, c'est l'utilisation, vous allez faire un traitement de données à des finalités de communication en interne. Donc, voilà une manière de présenter l'activité de traitement de données en question. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. N'hésitez pas. On est au-delà du temps de la session, donc on peut en profiter. S'il n'y a plus de questions, je vous... Ah, pardon. Ah oui, vous avez une question, quelqu'un qui demande s'il a déjà un accès de l'APD à son registre. Alors, il y a une question sur les conséquences de l'arrêt Schrems sur les transferts de données vers des États tiers. Alors, votre question est excellente, mais je ne peux pas y répondre parce que ce n'est pas l'objet de la session. Et que juridiquement, à ce jour, tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse à y donner. Donc, c'est une réponse de Normand, je le reconnais, mais voilà. Ah ben voilà, voilà Jacques qui vous donne une indication. Alors, pour la personne qui demande s'il y a transmission de données quand on échange par email au sujet d'un client avec un interlocuteur comme une banque, même si la banque dispose déjà des données à caractère personnel, oui, en effet, vous avez une transmission. Et donc, dans les activités de traitement, vous en avez une qui consiste à communiquer avec l'extérieur à propos du client. Donc oui, c'est une activité de traitement. Il y a un traitement de données. Vous faites un traitement de données lorsque vous échangez par email à propos de ce client avec un tiers. Alors, est-ce qu'il faut mettre le fait que la personne concernée peut exercer ses droits dans le registre de traitement? Alors, en principe, ce n'est pas le lieu, parce que ça doit être indiqué dans l'information qui est fournie à la personne concernée. Voilà. Je vous propose maintenant de profiter des autres exposés. Je vous remercie à tous d'avoir eu la gentillesse d'assister à cette présentation en distanciel. L'adresse email, reprenez un peu plus haut dans le chat, vous la verrez. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et n'hésitez pas à revenir cet après-midi pour des questions sur d'autres sujets.
Et merci aussi pour vos retours. Ça fait bien plaisir de parler avec des gens dans ces mesures de confinement.